Le titre de cette session, vous l'avez vu, c'est quel nouveau système de valeurs? Quand on pose la question de cette manière, ça veut dire que ça ne va pas très bien. Ça va pas bien, mais d'ailleurs, on entend beaucoup de propos pessimistes ici. Quand je dis que ça va pas bien, c'est vrai que la crise financière, économique, les interrogations sur les institutions qui fonctionnent bien peut-être ou moins bien et qu'on pourrait modifier sont posées. Il y a des interrogations au niveau des nations, il y a des interrogations au niveau des partis politiques. Quel rôle peuvent-ils jouer aussi dans cette recherche des valeurs? Bref, en gros, ça veut dire qu'on n'a plus vraiment de repères ou que nos repères ont un peu disparu. Faut-il chercher d'autres valeurs? Faut-il retrouver celles sur lesquelles, j'allais dire, on était assis, avec lesquelles on vivait? En tout cas, il faut retrouver des valeurs partagées pour le vivre ensemble, ensemble étant au niveau de la famille, encore une fois, au monde. Et sachant qu'il y a ce mot « valeur » ouvre sur un tel champ de réflexion entre les valeurs universelles, les valeurs morales, les valeurs spirituelles, philosophiques, républicaines, bref, tous ceux qui sont, j'allais dire, à côté de moi et face à vous, vont parler des valeurs, de la manière dont on peut retrouver ces valeurs, ce destin commun, cette envie de faire des choses ensemble pour le bien commun dans tous les secteurs de la vie publique, privée, des entreprises, du partenariat, du travail ensemble. Alors, on va commencer tout de suite et bien entendu, c'est Pierre Jacquet qui ouvre cette réflexion sur les valeurs. Pierre. Merci Arlette. Le bien entendu suggère que les économistes savent parler des valeurs, ce qui est peut-être aller un petit peu loin. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans un séminaire d'économistes, on aborde cette question des valeurs. Et en effet, la raison et cette perception généralisée que rien ne va plus. Et l'un des thèmes que je voudrais que cette table ronde saisisse, c'est l'idée qu'il faut parler des valeurs même quand tout va bien. Parce que les dérapages permanents des comportements individuels peuvent amener à perdre la notion d'intérêt collectif, surtout quand tout va bien. Et donc, pour éviter de parler des valeurs quand tout va mal, il faut commencer par en parler aussi quand tout va bien. Alors, peut-être 4 éléments de constat rapides. Le premier, c'est évidemment la crise de 2007-2009 qui suggère au minimum qu'un système livré à lui-même, un système économique livré à lui-même, ne préserve pas spontanément l'intérêt collectif tout le temps. Et sans même parler de valeurs, je crois que ce qui ressort de tout ça, c'est la difficulté permanente de préserver l'intérêt commun. Et d'ailleurs, la question fondamentale, qui n'est pas une question de définition de valeur, qui est comment se préserve l'intérêt commun. Et ça, c'est de la politique. Donc finalement, le débat sur le système de valeurs, c'est un débat sur la politique. Deuxième élément de constat, la montée en puissance des grands pays émergents qui accroît la tension possible, la friction potentielle entre des systèmes idéologiques différents. On en parlait hier dans l'une des tables rondes, lorsqu'on fait des sondages sur différents éléments d'intérêt collectif, de systèmes de valeurs entre différents pays, que ce soit d'ailleurs en Europe, entre l'Europe et les États-Unis, mais aussi avec les pays émergents, on a une diversité de réponses qui est assez fascinante. Et donc tout ça, c'est de la diversité qui caractérise l'interdépendance. Eh bien, cette interdépendance, il faut l'exploiter pour cette diversité. Si un effort délibéré n'est pas fait pour cela, ce qui ressort, c'est la gestion des tensions. Et aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel les tensions se sont accrues et dans lequel ce qu'on appelle gouvernance mondiale consiste à savoir organiser cette friction potentielle. Pour ça, il faut un principe qui ressemble à ce que l'Europe a inventé, qui est le principe de reconnaissance mutuelle, un socle minimal d'entente et d'harmonisation, et au-delà de ce socle, reconnaître les différences et savoir accepter les différences. Troisième élément de constat, la montée, l'importance déterminante d'enjeux collectifs mondiaux qui nécessitent une action collective internationale. Mais pour agir ensemble, il faut bien partager des valeurs communes ou des objectifs communs. Et la difficulté, c'est que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de partager des objectifs communs pour que l'action soit facile, spontanée et réalisable. Et donc, tout ce qu'on appelle les biens publics mondiaux, si on veut les préserver et les construire, il faut construire l'action collective internationale. Et ça, c'est une tâche redoutable qui est au cœur de ce qu'on appelle gouvernance mondiale. Et enfin, le dernier constat que je voulais dresser ici, c'est le constat du rôle de l'État et de l'action publique. On en a parlé un petit peu hier en expliquant que
et évidemment, ce n'est pas soudain, tout ça est arrivé après des décennies d'évolution, mais aujourd'hui, l'action publique ne s'exerce plus comme elle s'exerçait il y a 40 ans ou 50 ans, dans lequel on avait une puissance publique autonome, capable de faire les choses. Aujourd'hui, il faut apprendre mieux à faire, c'est-à-dire à exploiter la diversité, à exploiter le grand nombre d'acteurs différents et à savoir coordonner leurs actions pour préserver et pour produire l'intérêt collectif. Et ça, c'est du management. Donc, et ce qu'on disait hier dans l'une des tables rondes aussi, c'est que le management de l'État aujourd'hui est un peu improbable et qu'il y a donc besoin de réfléchir aux conditions qui feraient que ce management pourrait s'améliorer. Alors je terminerai par un retour sur le politique. Alors on peut dire que quand un économiste parle de politique, c'est que tout va mal. Moi je crois très profondément que l'économie s'exerce mieux à l'intérieur d'un système politique cohérent et stable. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a un déficit du politique dans un sens assez particulier, qui est ce qu'on pourrait appeler la grande politique. La grande politique, c'est ce que le président Giscard d'Estaing expliquait tout à l'heure sur les éléments qui permettent d'organiser l'interdépendance entre des systèmes régionaux différents. Alors il disait qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale, mais on pourrait appeler ça de la gouvernance mondiale, Monsieur le Président. Et finalement, ça c'est de la grande politique au sens obésien du terme, c'est-à-dire on est en train de parler là des conditions profondes de la sécurité durable entre les États. À la place de ça, on se laisse, je crois, dériver par ce qu'on appelle la petite politique et la gestion quotidienne des tensions qui arrivent, avec tout le débat sur les migrations, tout le débat sur le commerce et la compétitivité, qui sont des éléments certes importants, mais qui, si on ne fait que ça, peuvent conduire à oublier la grande politique. Donc le débat sur les valeurs, c'est aussi un débat sur la grande politique. Merci. Merci. Monsieur Trichet, qui a retrouvé sans doute la liberté de parole, totale. Dites-nous, Jean-Claude Trichet, que reste-t-il de nos valeurs et faut-il aller chercher de nouvelles, en formuler, les retrouver? Merci beaucoup. C'est toujours un très grand plaisir que d'être invité ici. D'une certaine manière, tout ce que j'ai entendu hier et aujourd'hui, particulièrement ce matin, et notamment dans la bouche de Valéry Giscard d'Estaing et du professeur Sloterdijk, était un commentaire sur les valeurs et sur les nouvelles valeurs émergentes que nous observons tous. Comme le disait à l'instant M. Jacquet, nous sommes en train de voir émerger des valeurs sur lesquelles nos démocraties insistent particulièrement. Certaines sont nouvelles, assez nouvelles, d'autres sont anciennes, mais avec une insistance particulière, et je les interprète comme étant le fruit à la fois des changements structurels extrêmement profonds et rapides que nous observons dans le monde, du fait de la mondialisation elle-même, du fait de la technologie, du succès des pays émergents. Et bien entendu, nous avons la crise des pays avancés, qui d'ailleurs n'est que la énième crise des pays souverains dans le monde, puisque nous avons eu la crise des pays d'Amérique latine, la crise de l'ensemble de l'Afrique et du Proche-Orient, la crise asiatique. Donc c'était le tour des pays avancés, et il est très normal que ceci s'ajoutant aux bouleversements mondiaux, nous voyons émerger des valeurs qui sont issues de cette période historique extrêmement exigeante. Je vois 8 maîtres mots. Comme vous le disiez, il y a une dimension philosophique, une dimension morale, une dimension et des dimensions qui sont aussi propres à chaque culture. Mais de manière transatlantique, transpacifique, dans tous les pays avancés, je vois émerger le maître mot citoyen, avec une formidable revendication que les décisions et que l'ensemble de nos démocraties soient beaucoup plus proches de nos citoyens dans l'ensemble de nos démocraties. Je vois les mots justice, solidarité et responsabilité sur lesquels l'insistance est en ce moment très très grande, et ceci est vrai quelles que soient les cultures. Ici, à Aix, très souvent on opposait la culture continentale et la culture anglo-saxonne. Là, c'est un mouvement qui est absolument général et très puissant. Et puis, je vois émerger l'idée de long terme, durabilité, développement durable, etc. Mais cette idée de long terme me paraît extrêmement puissante, l'idée de transparence, l'idée de prudence, de prévention des crises, de précaution, et bien entendu la gouvernance sur laquelle Valéry Giscard d'Estaing a insisté et à l'instant Jacquet le mentionnait.
Alors ce qui me frappe, c'est que ce que je viens de dire, ce sont des valeurs, disons, que l'on voit émerger très puissamment dans nos démocraties et donc qui s'appliquent finalement au fonctionnement politique des grandes démocraties avancées. Et il me semble que les 4 dernières valeurs que j'ai mentionnées sont des valeurs qui sont très, très économiques et financières, si je puis dire. Lorsqu'on parle de long terme, par opposition au short-termism, c'est un thème qui revient et qui est revenu au cours de toutes ces dernières années chez nous et qui est maintenant reconnu comme étant fondamental. Dans le monde anglo-saxon, on dirait equity versus debt, long-termism versus short-termism. Absolue nécessité de raisonner à long terme. Prudence, bien entendu, la crise a rendu le thème de la prudence, des règles prudentielles, de l'ensemble des systèmes de prévention des crises systémiques absolument nécessaire et dominant dans le monde économique et financier. Je vois le mot et le maître mot de transparence comme étant applicable et appliqué à la fois à nos démocraties et à l'ensemble du monde économique et financier, avec d'ailleurs une complexité très très grande dans l'application de ce principe de transparence qui a, quand il est poussé à l'extrême, des inconvénients, mais qui est une nécessité, et une nécessité, à mon avis, extrêmement importante dans le monde économique et financier. Et puis, évidemment, le maître mot de gouvernance. Gouvernance que l'on retrouve absolument partout, à titre individuel et à titre collectif. Nous venons de voir un certain nombre de travaux sur la gouvernance des financial corporates, qui, à l'évidence, doit être très substantiellement améliorée, la gouvernance de l'ensemble des entreprises, la gouvernance de l'ensemble des entités, encore une fois individuellement et collectivement, privées et publiques, et au niveau public, avec cette absolue nécessité de dépasser le monde westphalien et de créer, au-delà des pays souverains, du concept de pays souverain, la gestion, la gouvernance de ces entités nouvelles qui ont émergé grâce à la mondialisation, grâce à la technologie, au niveau continental et au niveau mondial. Et cela, évidemment, est quelque chose d'absolument essentiel pour les Européens, puisque ce sont eux qui, au niveau continental, sont de très très loin les plus avancés dans le concept de gouvernance. La crise, mais pas simplement la crise, à mon avis, sans crise, au bout de 13 ans de fonctionnement de l'euro, nous avions toutes les raisons d'opérer un bond qualitatif, un quantum leap dans la direction d'une gouvernance beaucoup plus fédérale qu'elle ne n'est actuellement. Je crois qu'on peut maintenant prononcer, comme le disait Valéry Giscard d'Estaing, le mot fédération sans choquer ou sans heurter trop, ce qui était le cas auparavant. Je crois que notre pays a certainement des responsabilités très importantes dans cette avancée qui est commandée à la fois, encore une fois, par la leçon du passé, sans crise, et qui est évidemment aussi commandée par la crise elle-même. Mais ceci est vrai aussi au niveau mondial, me semble-t-il. Je me faisais une réflexion en regardant ce que faisaient toutes les banques centrales dans le monde en ce moment, dans le monde avancé. Elles se sont toutes engagées dans des mesures non standards. Ces mesures non standards sont très importantes. Si l'on prend après Lehman Brothers, le niveau d'augmentation en termes de pourcentage du produit intérieur brut des bilans des banques centrales, on voit qu'en Europe, c'est plus de 10% du produit intérieur brut en mesures non standards, qui n'étaient pas dans les manuels, qui n'étaient pas dans les textbooks, et aux États-Unis, plus de 12%, en Angleterre, plus de 15 à 16%, au Japon, ils avaient déjà considérablement augmenté, mais c'est à nouveau une augmentation de l'ordre de 12%. Que se passe-t-il exactement dans le monde avancé? Je ne parle pas de l'Europe, là, de l'ensemble du monde avancé, pour que les banques centrales doivent se substituer au secteur privé pour une intermédiation qui revêt une importance aussi considérable. Il y a à l'évidence un message à envoyer de la part de l'ensemble des banques centrales au gouvernement du monde, et certainement à la partie du G20 qui est composée du monde avancé, des pays avancés. En conclusion, je dirais, premièrement, l'Europe est absolument clé,
il nous faut absolument progresser. La progression dans la gouvernance économique et budgétaire est commandée par la situation. C'est évidemment un bond dans l'union politique. Je plaide moi-même pour une fédération économique et budgétaire par exception. Mais je pourrais revenir là-dessus. J'ai entendu il y a un instant que l'Europe faisait sur elle-même une contre-propagande. Je crois que c'est profondément vrai. Je vais vous donner un exemple qui est stupéfiant. Je pense que 95% de l'audience ne connaît pas et ne peut même pas imaginer que les chiffres que je vais donner sont exacts. Combien de jobs avons-nous créés dans la zone euro depuis la création de l'euro jusqu'à la fin de l'année dernière, 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2011 ? 14,5 millions. Combien de jobs a-t-on créé aux États-Unis dans exactement la même période de 13 ans ? 8,5 millions. Qui peut croire cela ? Nous ne le savons pas. Et nous nous considérons comme étant très, très défaillants. Mais c'est un professeur américain, M. Moravec, qui nous disait « Vous êtes beaucoup trop pessimiste sur vous-même ». Et je donne ça simplement comme un exemple, ce qui ne veut pas dire qu'il faut être complaisant. Nous sommes l'épicentre de la crise mondiale. Et donc nous avons des responsabilités considérables, puisque nous sommes l'épicentre de la crise mondiale. Mais quand même, il serait bon que les chiffres soient présents en permanence, évidemment, à nos mémoires. Les vrais chiffres, les chiffres objectifs, qui, encore une fois, ne nous excuseraient absolument pas de ne pas être extrêmement actifs pour écrire l'histoire qui se fait en ce moment. Et le dernier point, c'est simplement, je suis en présence d'économistes éminents. La recherche économique, au sens scientifique du terme, doit être encore plus intense dans le domaine simplement de la compréhension des propriétés émergentes du nouveau monde économique et financier dans lequel nous sommes. Je n'ai pas moi-même parfaitement compris, très franchement, et je ne suis pas convaincu par tout ce que j'ai lu, sur la rapidité inimaginable avec laquelle la crise s'est déchaînée après Lehman Brothers. C'était une question de demi-journée. Et si les banques centrales et immédiatement après les gouvernements n'étaient pas intervenus eux aussi, comme dans une question de semaine ou de demi-journée, nous aurions eu la pire dépression depuis la Deuxième Guerre mondiale, peut-être même la pire depuis la Première Guerre mondiale, parce que la transmission du choc était inimaginable et pas du tout celle que nous avions observée en 1929. Donc il y a des travaux passionnants, évidemment, puisque nous avons sous les yeux des phénomènes qui étaient absolument imprévus et qui demandent encore à être compris. Ils sont certainement liés à la mondialisation, certainement liés aussi aux technologies nouvelles qui sont utilisées. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-Claude Trichet. Alors, Jean-Marie Guéhenno, vous êtes l'adjoint actuellement de l'envoyé spécial conjoint des Nations Unies, de la Ligue des États arabes pour la Syrie, Kofi Annan, qui dit d'ailleurs aujourd'hui dans une interview accordée au Monde sur la Syrie, nous n'avons pas réussi, mais nous allons aller au-delà de la Syrie. Jean-Marie Guéhenno, parce que pendant 8 ans, secrétaire général adjoint des Nations Unies, vous avez été responsable des opérations de maintien de la paix. La paix, on dit toujours que c'est effectivement la première des valeurs. La paix, la solidarité entre les hommes. Comment vous voyez, vous aussi, s'installer ces nouveaux régimes avec ces valeurs, ceux qu'on suit avec attention et parfois un peu avec inquiétude? Oui, qu'on parle du système international dans un séminaire ou qu'on soit dans une conférence de marchands de vin, au fond, une conférence qui se respecte aujourd'hui doit désormais parler des valeurs. Et notre séance de ce matin, d'une certaine manière, c'est comme le plateau de fromage avant le dessert. Si on était cynique, on verrait dans cette présence nouvelle des valeurs une sorte de décoration bourgeoise à la manière de ces opérettes du XIXe siècle où un dîner bien pensant ne se concevait pas sans la présence d'un général et du curé ami de la famille. Donc je suppose que ce matin, je suis un peu le curé ami de la famille. Je crois en fait que c'est plus que cela et que le sujet mérite d'être pris au sérieux. Et pour le démontrer, je vais m'efforcer de répondre à 2 questions.
Pourquoi cet intérêt accru pour les valeurs? Pourquoi, si le sujet est important, fait-on aussi peu de progrès sur lui, où les banalités bien pensantes restent la règle, et comment faire mieux? Alors, première question, pourquoi cet intérêt accru pour les valeurs? À mon avis, 2 raisons de fond. La première est un cliché, mais c'est un cliché qui représente une réalité. Le brassage du monde, autrement dit la mondialisation, fait circuler les hommes et les idées, ce qui dérange l'horizon familier auquel un monde plus statique et plus dominé par la géographie nous avait habitués. Si on ajoute à cela les communautés, et quand je parle de la géographie, je pense au thème de l'immigration, à ce qu'on a discuté hier avec la commissaire européenne. Si on ajoute à cela les communautés virtuelles que permet l'Internet, on comprend pourquoi notre rapport aux autres humains en est tout bouleversé. Dans le monde réel, nous sommes tous les jours surpris par des voisinages que nous n'avons pas choisis. Dans le monde virtuel, il nous est de plus en plus possible de vivre dans des bulles qu'on pourrait appeler narcissiques, où nous ne rencontrons que ceux qui nous ressemblent. Autrement dit, alors que nous avons grandi dans des communautés héritées, nous vivons de plus en plus dans des communautés choisies. Et ce choix est lourd à porter. Il pose avec acuité la question précisément des valeurs. Par exemple, quand nous parlons solidarité, quel est le cercle de la solidarité? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est la nation? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que ça va plus loin? On rappelait que je m'occupe de la Syrie, on parle beaucoup de la solidarité avec la Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Quelle est la communauté dont nous nous sentons solidaires? Deuxième raison pour cet intérêt accru pour les valeurs, à mon avis, le triomphalisme vaniteux avec lequel nous avons géré la chute du communisme soviétique. Nous avons voulu y voir le triomphe d'une vision du monde, alors que c'était d'abord la défaite d'un système économique. Et nous avons prétendu que parce que nous étions plus efficaces, nous serions plus justes. J'emploie le mot « juste ». Jean-Claude Trichet rappelait l'importance du mot « justice » aujourd'hui dans la discussion sur les valeurs, parce que je crois qu'effectivement c'est au centre de la question. Optimisation des prix, optimisation des choix démocratiques, les mêmes instruments théoriques ont justifié les fondamentalistes du marché et ceux de la démocratie post-historique. De sorte que la crise, mais la crise commencée en 2007 a pulvérisé ces certitudes. L'efficacité est mise en doute, et l'efficacité, pas plus que l'homme de Protagoras, ne peut être la mesure de toute chose. Dans un monde qui n'est pas régi par la simple optimisation des choix individuels, dans un monde où il doit y avoir du collectif, dans un monde où il y a des rapports de force collectifs à l'intérieur des nations et aussi entre nations, la question des valeurs est posée et ne peut pas être réglée par des automatismes d'équations mathématiques. De sorte qu'aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi les valeurs sont devenues le refuge des déçus de la politique. Et ce, aussi bien pour les extrémistes de l'islam radical que pour les militants des ONG humanitaires, qui me pardonneront de les mettre dans le même sac pour un instant, que les djihadistes qui se font sauter. La rédemption individuelle l'emporte sur le projet politique qui est jugé trop compliqué et trop compromettant. Parce que par construction, la politique, c'est l'art de concilier des objectifs, des bons objectifs qui sont partiellement incompatibles. Et cette conciliation n'est possible que si l'intérêt commun, que si le sentiment d'appartenir à une communauté est suffisamment fort pour faire accepter ces compromis. Si ce sentiment faiblit, il est évidemment beaucoup plus confortable de s'enfermer dans l'absolu d'une cause particulière. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Alors je vais essayer de répondre maintenant à la deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on fait si peu de progrès et comment est-ce qu'on peut faire mieux? Nous approchons, à mon avis, la question des valeurs comme s'il s'agissait de donner un supplément d'âme à la politique, alors que le problème essentiel n'est pas celui des valeurs, mais, comme le disait Pierre Jacquet, celui de la politique. Le succès des figures individuelles, des figures protestataires, de Mère Teresa à Stéphane Hessel, est à cet égard très révélateur de cette fuite hors du politique. Je dirais que le culte des saints est toujours caractéristique des périodes de crise du politique. Et avec l'atténuation
progressive d'affrontements politiques définis en termes de conflits d'intérêts collectifs, de conflits de classe. Les politiques, qu'on appelle désormais les élites, ont cherché, justement pour ne plus parler de classe, de rapport de pouvoir, ont cherché à légitimer leur pouvoir par le savoir. Je crois que c'est une approche dangereuse qui se retourne aujourd'hui contre eux, je dirais contre nous tous, entre guillemets, les élites. Les politiques ont dépolitisé la politique. Et ils sont aujourd'hui perçus comme n'ayant ni un savoir aussi sûr qu'on l'imaginait, ni valeur. Donc ce n'est pas une très bonne situation. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage, maintenant pour des ébauches de solutions, dans le temps qui me reste, il faut avoir le courage de séparer logique du savoir et de l'expertise, d'une part, logique de la politique et des valeurs, d'autre part. Il faut admettre que le bon gouvernement, pour employer une image, une expression médiévale, doit faire sa place au savoir sans prétendre que le savoir règle la question des valeurs. Et je crois que nous sommes franchement dans une période de transition où on commence à reconnaître l'importance d'autorités indépendantes, fonctionnant selon une logique du savoir, de l'expertise. Au fond, la présence de M. Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, est une illustration de cette transition en train de se faire. On reconnaît l'importance de ces autorités, un peu comme il y a quelques siècles, on a reconnu l'importance de l'indépendance de la justice. Ce n'était pas simplement le roi qui faisait la justice. Et donc ceci suppose que la politique se recentre sur les valeurs. Je crois qu'elle commence à le faire, mais elle peut le faire de façon très dangereuse, je dirais obscurantiste, en soumettant le savoir à des choix de valeurs. Je vis la plupart du temps aux États-Unis, je vois comment les Boards of Education, qui sont des organes politiques, maintenant se mêlent de la fabrication des manuels scolaires. Dans certains États, ce n'est pas toujours très rassurant. Et donc on peut glisser vers des fondamentalismes. Ou bien alors, la politique peut avoir le courage de définir les limites de la politique, mais à l'intérieur de ces limites, présentées dans la transparence des choix de valeurs. Pour conclure, je dirais un mot sur ce qui me paraît être une difficulté si on va dans cette direction, c'est que la confusion entre les différents types de légitimité, celle du savoir et celle des valeurs, avait l'avantage de brouiller les différences profondes de valeurs qui existent encore à l'intérieur du monde. Et que si on va vers une distinction plus claire, la discussion entre les grands ensembles dont parlait le président Giscard d'Estaing tout à l'heure, et je pense d'abord à la discussion, disons, entre les ensembles occidentaux et l'ensemble chinois et les nouvelles puissances émergentes, la discussion sera plus difficile parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de communauté internationale au sens fort du mot communauté. Et la définition scientifique, entre guillemets, d'intérêt commun ne suffira pas à créer un espace politique commun. Et donc là, on a un vrai problème, et je m'arrête sur ce point. Merci. Merci Jean-Marie Guéhenno. Alors, Bernard Faucroux, je ne sais pas si vous êtes le curé ou l'ami de la famille, mais vous êtes notre ami à tous, puisque vous êtes responsable du festival d'Aix, donc on vous aime énormément et on vous respecte énormément, bien entendu. On ne parle pas souvent de culture ou de création quand on évoque les valeurs, et je pense que vous allez dire qu'on a tort. Ma question, c'est effectivement, que nous disent aujourd'hui les artistes? Que nous disent leurs œuvres? L'art et la culture ont-ils une quelconque pertinence face à l'ampleur de la crise? Dans un brillant essai intitulé « Le dérèglement du monde », Amin Maalouf, un saint d'aujourd'hui, écrivait il y a 3 ans « De la crise morale de notre temps, on parle quelquefois en termes de perte de repères ou de perte de sens. Ce sont, dit-il, des formulations dans lesquelles je ne me reconnais pas, parce qu'elle laisse entendre qu'il faudrait retrouver les repères perdus, les solidarités oubliées et les légitimités démonétisées. De mon point de vue, dit Maalouf, il ne s'agit pas de retrouver, mais d'inventer. Inventer, créer, voilà des notions qui sont au cœur de toute activité artistique. Au XXe siècle, les avant-gardes ont multiplié les exemples de rupture avec les traditions. Aujourd'hui,
Ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est de voir la manière dont les artistes les plus créatifs, ce qu'ils nous offrent de plus prospectif, c'est une prodigieuse capacité d'inventer non plus en rupture, mais bien à partir des traditions les plus diverses, des plus proches dans le temps ou dans l'espace aux plus lointaines. N'avons-nous pas vu, ici à Aix, Robert Lepage s'emparer des techniques millénaires des marionnettes d'eau vietnamiennes pour mettre en scène le rossignol de Stravinsky? N'avons-nous pas vu Peter Brook, Michael Haneke, Dmitri Tcherniakov relire chacun à leur manière le Don Giovanni de Mozart à la lumière de leur héritage culturel? Mais de grâce, n'oublions pas les créations. Ne venez pas uniquement au Festival d'Aix pour voir le patrimoine. Écoutons les créations. Written on Skin, l'opéra de George Benjamin, dont la création mondiale a eu lieu hier soir, est inspiré d'un conte occitan du XIIIe siècle. Le texte de Martin Crimp, la musique de George Benjamin, nous propose une confrontation passionnante entre le temps présent et le Moyen-Âge, entre des anges ténébreux et cyniques sortis de l'univers de Walter Benjamin et des êtres humains intemporels dont la violence des passions amoureuses nous atteint avec une force inouïe. Inventer aujourd'hui, c'est donc moins prétendre à créer de toutes pièces qu'à déplacer les contraintes, à choisir de nouvelles perspectives, à redécouvrir ce que nous pensions déjà si bien connaître et que nous découvrons d'un regard neuf. Arrêtons-nous un instant sur l'apparente contradiction entre la solitude de tant d'artistes et leur immense capacité empathique. La voie de la création emprunte très souvent un chemin solitaire. Souvenons-nous ici à Aix de Paul Cézanne. Voyons aujourd'hui la solitude de Gao Xinjian, d'Imre Kertész, d'Omar Pamuk, ces grands témoins de notre temps. Voyons la résistance des artistes tels que le plasticien chinois Ai Weiwei, l'écrivain algérien Boualem Sansal et tant d'autres partout dans le monde. Cette posture courageuse et solitaire est-elle aussi celle des stars du marché? La virtuosité et le marketing ne suffisent pas à faire les très grands artistes. Et on peut se demander si le marché ne nous égare pas sur ce plan et si les artistes les plus nécessaires pour éclairer notre temps ne se situent pas plutôt dans l'ombre, en particulier dans les pays qui échappent au feu des projecteurs médiatiques. Cette solitude, cette résistance qui fonde la position de tant d'artistes n'exclut pas, au contraire, une grande capacité d'empathie. Depuis la préhistoire jusqu'au grand concert rock, l'art repose sur l'empathie. Mais ce qui est neuf aujourd'hui, et qui répond peut-être à certaines questions qui viennent d'être posées, c'est la force et l'intensité des rencontres et des créations entre artistes provenant de cultures totalement différentes. Voyons avec quelle maîtrise les artistes orientaux s'approprient les cultures occidentales ou l'inverse. Voyons avec quelle créativité des artistes originaires de tous les continents, de Yo-Yo Ma à Peter Sellers ou Alain Platel, se consacrent à des créations interculturelles qui ne se contentent pas de répéter les traditions, mais qui se construisent dans le dialogue, qui font bouger les formes artistiques traditionnelles, qui leur donnent un sens nouveau. Ces identités-là sont tout sauf meurtries ou meurtrières. Elles sont multiples, mouvantes, ouvertes, créatives. Au lieu de craindre les différences, elles s'en nourrissent. Au lieu de rejeter l'autre, elles l'accueillent. Et un peu partout, nous voyons se développer aujourd'hui des initiatives qui, il y a 50 ou 40 ans, auraient été inimaginables. Daniel Barenboim et son Divan Orchestra, Dudamel et ses centaines ou milliers d'orchestres qui, un peu partout au Venezuela, en Amérique latine, dans le monde, se répandent comme une traînée de poudre, rassemblant les enfants des favelas autour de Beethoven et Shostakovich. Tout récemment, nous avons eu l'occasion de vivre à Aix et Marseille une aventure à la fois infiniment modeste et profondément émouvante. Un petit groupe de femmes appartenant à la communauté comorienne de Marseille, qui est la plus importante communauté comorienne au monde, ont été invitées à créer avec leurs enfants et quelques musiciens du London Symphony Orchestra, de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, un petit spectacle basé sur des berceuses comoriennes. Des berceuses qui transmettent aux enfants la mémoire des événements passés, y compris les massacres et les souffrances. Ce spectacle, mis en scène par Thierry Thuenyang, a dépassé toutes nos espérances, tant sur le plan artistique que sur celui de l'émotion et du sens. Dignité de ces femmes et de leurs enfants, émotion de ces racines culturelles retrouvées, force de l'émotion et de la transmission par la création artistique.
Ces voix de femmes, ces regards des femmes sur le monde nous sont plus nécessaires que jamais. Notre culture a été dominée pendant des millénaires par le regard des hommes. Mais comment penser le XXe siècle sans Pina Bausch? Comment penser notre monde sans la sensibilité aiguë de ces grandes artistes, Anne-Theresa de Kersmacher ou Katie Mitchell, qui mettaient hier en scène l'opéra de Benjamin? Dignité, courage, résistance, création, transmission, respect de la diversité, travail dans la durée, conscience de la fragilité de la nature. Telles sont quelques-unes des valeurs que les artistes nous proposent aujourd'hui. Si nous voulons refonder un monde sur ces valeurs, il y a urgence. Il faut investir dans la création artistique, certes, mais aussi et surtout dans le partage de cette création avec les couches les plus larges de nos populations, des plus jeunes aux moins jeunes, des temples de la culture aux quartiers et aux banlieues. La Révolution française aurait-elle été pensable sans le mouvement des Lumières et la participation des artistes à ce mouvement? N'avons-nous pas aujourd'hui besoin d'une grande, profonde révolution culturelle? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Bernard Faucroul, je ne sais pas si vous êtes le curé ou l'ami de la famille, mais vous êtes notre ami à tous, puisque vous êtes responsable du festival d'Aix, donc on vous aime énormément et on vous respecte énormément, bien entendu. On ne parle pas souvent de culture ou de création quand on évoque les valeurs, et je pense que vous allez dire qu'on a tort. Ma question, c'est effectivement, que nous disent aujourd'hui les artistes? Que nous disent leurs œuvres? L'art et la culture ont-ils une quelconque pertinence face à l'ampleur de la crise? Dans un brillant essai intitulé « Le dérèglement du monde », Amin Maalouf, un saint d'aujourd'hui, écrivait il y a 3 ans « De la crise morale de notre temps, on parle quelquefois en termes de perte de repères ou de perte de sens. Ce sont, dit-il, des formulations dans lesquelles je ne me reconnais pas, parce qu'elle laisse entendre qu'il faudrait retrouver les repères perdus, les solidarités oubliées et les légitimités démonétisées. De mon point de vue, dit Maalouf, il ne s'agit pas de retrouver, mais d'inventer. Inventer, créer, voilà des notions qui sont au cœur de toute activité artistique. Au XXe siècle, les avant-gardes ont multiplié les exemples de rupture avec les traditions. Aujourd'hui, ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est de voir la manière dont les artistes les plus créatifs, ce qu'ils nous offrent de plus prospectif, c'est une prodigieuse capacité d'inventer non plus en rupture, mais bien à partir des traditions les plus diverses, des plus proches dans le temps ou dans l'espace aux plus lointaines. N'avons-nous pas vu, ici à Aix, Robert Lepage s'emparer des techniques millénaires des marionnettes d'eau vietnamiennes pour mettre en scène le rossignol de Stravinsky? N'avons-nous pas vu Peter Brook, Michael Haneke, Dmitri Tcherniakov relire chacun à leur manière le Don Giovanni de Mozart à la lumière de leur héritage culturel? Mais de grâce, n'oublions pas les créations. Ne venez pas uniquement au Festival d'Aix pour voir le patrimoine. Écoutons les créations. Written on Skin, l'opéra de George Benjamin, dont la création mondiale a eu lieu hier soir, est inspiré d'un conte occitan du XIIIe siècle. Le texte de Martin Crimp, la musique de George Benjamin, nous propose une confrontation passionnante entre le temps présent et le Moyen-Âge, entre des anges ténébreux et cyniques sortis de l'univers de Walter Benjamin et des êtres humains intemporels dont la violence des passions amoureuses nous atteint avec une force inouïe. Inventer aujourd'hui, c'est donc moins prétendre à créer de toutes pièces qu'à déplacer les contraintes, à choisir de nouvelles perspectives, à redécouvrir ce que nous pensions déjà si bien connaître et que nous découvrons d'un regard neuf. Arrêtons-nous un instant sur l'apparente contradiction entre la solitude de tant d'artistes et leur immense capacité empathique. La voie de la création emprunte très souvent un chemin solitaire. Souvenons-nous ici à Aix de Paul Cézanne. Voyons aujourd'hui la solitude de Gao Xinjian, d'Imre Kertész, d'Omar Pamuk, ces grands témoins de notre temps. Voyons la résistance des artistes tels que le plasticien chinois Ai Weiwei,
l'écrivain algérien Boualem Sansal et tant d'autres partout dans le monde. Cette posture courageuse et solitaire est-elle aussi celle des stars du marché? La virtuosité et le marketing ne suffisent pas à faire les très grands artistes. Et on peut se demander si le marché ne nous égare pas sur ce plan et si les artistes les plus nécessaires pour éclairer notre temps ne se situent pas plutôt dans l'ombre, en particulier dans les pays qui échappent au feu des projecteurs médiatiques. Cette solitude, cette résistance qui fonde la position de tant d'artistes n'exclut pas, au contraire, une grande capacité d'empathie. Depuis la préhistoire jusqu'au grand concert rock, l'art repose sur l'empathie. Mais ce qui est neuf aujourd'hui, et qui répond peut-être à certaines questions qui viennent d'être posées, c'est la force et l'intensité des rencontres et des créations entre artistes provenant de cultures totalement différentes. Voyons avec quelle maîtrise les artistes orientaux s'approprient les cultures occidentales ou l'inverse. Voyons avec quelle créativité des artistes originaires de tous les continents, de Yo-Yo Ma à Peter Sellers ou Alain Platel, se consacrent à des créations interculturelles qui ne se contentent pas de répéter les traditions, mais qui se construisent dans le dialogue, qui font bouger les formes artistiques traditionnelles, qui leur donnent un sens nouveau. Ces identités-là sont tout sauf meurtries ou meurtrières. Elles sont multiples, mouvantes, ouvertes, créatives. Au lieu de craindre les différences, elles s'en nourrissent. Au lieu de rejeter l'autre, elles l'accueillent. Et un peu partout, nous voyons se développer aujourd'hui des initiatives qui, il y a 50 ou 40 ans, auraient été inimaginables. Daniel Barenboim et son Divan Orchestra, Dudamel et ses centaines ou milliers d'orchestres qui, un peu partout au Venezuela, en Amérique latine, dans le monde, se répandent comme une traînée de poudre, rassemblant les enfants des favelas autour de Beethoven et Shostakovich. Tout récemment, nous avons eu l'occasion de vivre à Aix et Marseille une aventure à la fois infiniment modeste et profondément émouvante. Un petit groupe de femmes appartenant à la communauté comorienne de Marseille, qui est la plus importante communauté comorienne au monde, ont été invitées à créer avec leurs enfants et quelques musiciens du London Symphony Orchestra, de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, un petit spectacle basé sur des berceuses comoriennes. Des berceuses qui transmettent aux enfants la mémoire des événements passés, y compris les massacres et les souffrances. Ce spectacle, mis en scène par Thierry Tuenyang, a dépassé toutes nos espérances, tant sur le plan artistique que sur celui de l'émotion et du sens. Dignité de ces femmes et de leurs enfants, émotion de ces racines culturelles retrouvées, force de l'émotion et de la transmission par la création artistique. Ces voix de femmes, ces regards des femmes sur le monde nous sont plus nécessaires que jamais. Notre culture a été dominée pendant des millénaires par le regard des hommes. Mais comment penser le XXe siècle sans Pina Bausch? Comment penser notre monde sans la sensibilité aiguë de ces grandes artistes, Anne-Theresa de Kersmacher ou Katie Mitchell, qui mettaient hier en scène l'opéra de Benjamin? Dignité, courage, résistance, création, transmission, respect de la diversité, travail dans la durée, conscience de la fragilité de la nature. Telles sont quelques-unes des valeurs que les artistes nous proposent aujourd'hui. Si nous voulons refonder un monde sur ces valeurs, il y a urgence. Il faut investir dans la création artistique, certes, mais aussi et surtout dans le partage de cette création avec les couches les plus larges de nos populations, des plus jeunes aux moins jeunes, des temples de la culture aux quartiers et aux banlieues. La Révolution française aurait-elle été pensable sans le mouvement des Lumières et la participation des artistes à ce mouvement? N'avons-nous pas aujourd'hui besoin d'une grande, profonde révolution culturelle? Je vous remercie. Merci beaucoup. On va aborder maintenant le rôle du secteur privé, comment les entreprises, le secteur privé peut participer à l'invention de nouvelles valeurs ou la préservation
des valeurs qui nous sont ou qui nous étaient chères. D'abord avec vous, Esther Dyson, vous vivez à New York. Vous comprenez très bien le français, donc tout va très bien. Vous êtes angel investor. Vous investissez à la fois dans des entreprises aux États-Unis, du monde, effectivement, du net, sur la santé, et puis dans bien d'autres secteurs un peu partout dans le monde, ce que vous allez nous dire. À l'instant, Bernard parlait de ces valeurs de dignité, courage, respect de la diversité que portent les artistes. Et vous, j'allais dire, quelles valeurs vous défendez ou vous portez? Je vais parler en anglais pour ça vaudra mieux. I'm Esther Dyson. I'm going to talk not about the values themselves, but about the context that is shaping the values of the people that I spend most of my time with. These are people, some of them are on the internet, some of them are on cell phones. And what that is now creating is a dramatic shift in the balance of power between individuals and all the institutions we've been talking about for the last few days. To some extent, we would say in English, we don't need no stinking governance. We are ourselves. My Twitter name, @eDyson, is described as I occupy Esther Dyson. So perhaps that gives you some sense of where I'm coming from. I'm not going to resolve the tensions. When these people all become individuals empowered, how do they govern themselves? That's the question that's now facing a lot of people in the Middle East. I'll leave that to the rest of you. So the changing balance of power, the first vision is clear. Everyone sees it in the United States and in Europe. It's between consumers and big institutions, whether it's the press, the stores they buy things from, the manufacturers, whatever. What's also beginning to happen is that same balance is shifting between employers and employees, not through unions, but through people talking about their jobs, through people trading information, and so forth and so on. But I want to focus on three particular stories outside of the US and Europe. One in Africa, two in Russia. So in Africa, the cell phone is making a huge difference. In the developed world, it's often a means of entertainment. It's something in addition to your internet access. In most of Africa, it's a piece of capital equipment. It turns consumers and recipients of aid into potential producers. These people are now economically empowered, and of course that makes them empowered in many other ways. I'm investing in companies that allow people to use cell phones to earn money by doing market research, by becoming marketers themselves, by sharing market information. Suddenly, they're all active economic players and no longer simply passive. In Russia, also two stories. I spent a lot of time with the Russian, not the Russian oligarchs, but the upper middle class, the software programmers, the startup businesses, people like that. Until 2 years ago, no one wanted to discuss politics. It's boring, it's full of crooks and thieves or naive idealists. Not us. We're practical business people. We're now economically empowered. We want to get ahead. We don't want to deal with dirty politics. But suddenly that's changed. As you said earlier, the Soviet Union disappeared. The economic system changed. But the value system, the habits of thinking, did not until a couple of years ago. The reason, I think, is not, for example, Facebook as an organizing tool in the Middle East, you've heard a lot about, but there's something different. Until recently, the Soviet government did everything. It produced the goods, it educated the people, it picked what they would buy, it chose their heroes, it produced their movies. Everything was the individual and the state that did everything.
Now, suddenly, people are not only buying what they want, picking their heroes, they are writing their own history. That's different from the media are telling the truth. The people are now telling the truth about themselves. You have somebody on Facebook, he's got an identity beyond his own individual circle. In the old days, your uncle would disappear and you couldn't talk about him. He's gone. Now, if anyone disappears, they persist on Facebook. Ai Weiwei, all these people, they can't be shut up. And that gives them an incredible sense of power and dignity. That's the Russian elite. Finally, out in the Russian glubinki, the hinterlands, the villages, people they're not quite as internet savvy, they're behind the elite that in fact matters so much to the Soviet power center. But these people are changing too. 3 days ago in Moscow, I saw a software application. It's a map of a city, and it marks the various projects in the city. And then it shows what is to be built, who's building it, who's bidding on the construction projects. It's one thing, most Russians know the government is corrupt, but they admire Putin. If Putin knew, this wouldn't happen, just as if Stalin knew, this wouldn't happen. But if they see not some guy in Moscow getting rich, but if they see that in their own city, the children's park, someone was going to put in a playground set, no playground set. Where did that money go? Suddenly they feel personally affronted, and with these new information tools, they feel personally empowered to demand change. To me, those 3 stories tell a huge amount, not about what's happening to the institutions, but what's happening to the people that are going to be picking the institutions that will govern them in the future. Merci. Tout le monde connaît Tidjane Thiam, votre entreprise Prudential. Je vais vous demander d'être aussi concret que vient de l'être Esther sur des actions que vous entreprenez, peut-être en nous emmenant dans d'autres parties du monde, si vous le voulez bien. Très bien. Merci Arlette Chabot, et bonjour à tous. Je crois que... On m'entend? Allô? Oui, merci. Donc bonjour, je disais. Bonjour à tous, et très heureux d'être là finalement. Je crois que c'est ma 4e tentative de participer au Cercle des économistes, et j'aurais finalement réussi. La félicité est une vertu. Je ne sais pas très bien de quoi ma présence est un indicateur, parce qu'en 2008, je peux vous dire, c'est la crise qui m'a empêché de venir. En 2009 aussi. Ensuite, échouer dans une tentative d'OPA de 35 milliards de dollars, ça vous laisse un peu occupé. Donc en 2010-2011, je n'ai pas pu venir non plus. Donc, me voici. Donc je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, je suis là. La reconnaissance de votre valeur. Voilà. Non, je vais obéir donc aux instructions qui viennent de m'être données et essayer de m'en tenir à des choses relativement pratiques et concrètes. Prudential, on est numéro 1 dans 7 marchés asiatiques, donc en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, Vietnam, Hong Kong, Singapour, etc. Donc en Asie du Sud-Est essentiellement, ce qui me met, je dirais, au quotidien en contact relativement direct, étroit avec les dirigeants asiatiques. Et je crois que j'en retire quelques observations. Je crois que la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, le rôle du secteur privé a fondamentalement changé parce que nous, les acteurs privés, avons juste changé d'échelle. Juste quelques chiffres. Si vous prenez Prudential, nous payons plus de retraites chaque mois que l'État britannique en Grande-Bretagne. Donc on est un acteur, on remplit une fonction publique en fait et sociétale extrêmement utile, extrêmement directe. On a 500 milliards de dollars d'actifs à notre bilan. On n'est pas la plus grosse entreprise du monde, mais ce sont des chiffres significatifs à l'échelle macro. Et en écoutant Jean-Claude Trichet, je me remémorais des moments de la crise où en fait on a joué un rôle
très actifs, parce qu'on est en même temps un peu la cause, mais aussi la solution à beaucoup de problèmes. Je me souviens d'un vendredi après-midi où on avait 900 millions de livres de dépôt chez HBOS. Il nous restait 700 millions de capital et il y avait la Banque d'Angleterre qui parlait de fermer HBOS. Je peux vous dire que ce sont des moments qu'on n'oublie pas. Et donc le téléphone a fonctionné très vite entre Prudential et Paul Tucker à Londres pour essayer de trouver des solutions à tout ça. Donc le rôle du privé a changé. On est aujourd'hui engagé dans un dialogue je dirais, global avec le secteur public et les choses ne peuvent marcher que comme ça. Le corollaire de ça, en fait, c'est que l'importance du dialogue public-privé est plus élevée que jamais. Et c'est quelque chose qu'on voit bien en Asie. Et je prendrai un exemple concret qui est les politiques de santé. Quelque chose dans lequel nous sommes engagés comme entreprise avec d'excellents résultats pour nos actionnaires, mais aussi, je pense, d'excellents résultats pour les pays asiatiques où il y a une vision très claire, qui est que les ressources publiques rares, donc l'argent du contribuable, doit être concentré sur les nécessiteux. Dans un pays comme l'Indonésie, où il y a 245 millions d'habitants, malgré les progrès économiques réalisés, ils sont nombreux. Et donc, clairement, le mix public-privé qu'ils ont choisi, c'est que les classes moyennes doivent subvenir, si vous voulez, à leurs besoins de couverture en recourant à l'assurance privée que nous fournissons, bien entendu. Je crois qu'au-delà de l'exemple particulier, ce qui compte, c'est la méthode. Il y a une analyse claire de la situation, il y a une solution qui est explicite, et il y a une place très claire et un rôle très clair pour le privé et pour le public. Tout ça s'accompagnant, je dirais, du troisième volet, qui est vraiment un appareil régulatoire, qui est transparent, qui est bien gouverné et qui délivre ce qu'il est censé délivrer. Donc je crois que c'est un exemple intéressant. Et je ne préconise pas de solution. Je pense que sur ces questions qui sont essentiellement de nature sociale, d'équité, etc., chaque pays apporte ses propres réponses. Moi, ce que je relève et que je souligne, c'est la méthode. C'est donc l'approche qui est prise par les autorités dans ces pays-là, leur volonté de discuter avec le secteur privé, et aussi un point qui a été relevé par Jean-Claude Trichet, le long terme. En fait, vraiment la focalisation sur le long terme et sur la recherche de solutions de long terme au-delà de l'horizon à court terme que peut avoir le marché. Et quand on regarde les chiffres, moi je me suis amusé à faire une analyse sur 30 ans de l'évolution du PIB par tête dans 4 pays asiatiques, et en comparant ça aux États-Unis. Donc je vais vous dire, dans les 30 dernières années, l'Indonésie a fait 60 ans de progrès américain. Elle est passée à peu près de 1850 à 1910. La Chine, 120 ans. Elle est passée de 1820 à 1940. La Malaisie, 70 ans, de 1890 à 1960. Et Singapour, 50 ans, en passant de 1955 à 2005. Donc ce sont des chiffres qui frappent. Cette accélération de l'histoire et du progrès économique, je crois, est remarquable. Et quoi qu'on pense de ces pays-là, quand on va en Asie, moi je serai en Thaïlande encore la semaine prochaine, on est quand même frappé par la capacité qu'a eu ce modèle de développement à créer une classe moyenne qui est prospère et de plus en plus large et croissante. Et je crois aussi, là je remets peut-être ma casquette d'Africain, je crois qu'il y a aussi des leçons là-dedans pour l'Afrique. Je parlais à Pascal Lamy hier et on discutait en fait de l'importance de la classe moyenne en tant que lest d'une société, et du fait que par la formulation de ses besoins, elle peut exercer une pression sur le politique et la mener en fait à adopter les bonnes réponses et les bonnes solutions, et qu'une des choses qui manque fondamentalement à l'Afrique, c'est donc l'existence d'une vraie classe moyenne et entrepreneuriale qui puisse en fait peser sur les politiques, parce qu'en fait, pour parler un peu anglais, you find safety numbers in those situations. C'est que c'est très difficile, on disait, mais enfin, pourquoi telle entreprise n'intervient pas? C'est très difficile et très risqué dans des environnements, disons, où les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés. De mettre sa tête au-dessus du parapet comme acteur privé ayant réussi, donc d'attirer l'attention du politique sur soi, et ensuite d'avoir l'ambition de lui donner des leçons. Je crois que c'est un peu trop courageux, en tout cas, au-delà de ceux qui sont prêts à accepter aujourd'hui. Donc c'est des situations où il faut trouver sa protection dans le nombre et essayer d'aborder à travers des modes d'organisation, syndicaux, etc., ces sujets avec le politique au plus haut niveau. Voilà, j'ai vu une pancarte disant qu'il me restait 2 minutes, donc j'ai essayé d'innover et de finir avant, pour libérer un peu de temps pour le reste des intervenants. Donc en fait mon propos était assez simple, c'était, je pense, de façon assez pragmatique, d'utiliser des exemples concrets tiré de mon expérience de dirigeant d'entreprise,
pour donc souligner en fait quelque chose qui est évident pour tout le monde aujourd'hui, qui est le rôle du secteur privé, mais au-delà de ça, l'importance d'un dialogue de qualité et de la confiance entre le public et le privé, et aussi d'une grande stabilité de la réglementation. Moi, je dis souvent, le capital est frileux, le capital est peureux, et il n'aime pas le changement. Et une des manières de l'attirer, c'est de lui donner une bonne visibilité sur le moyen terme, et parfois le mieux est l'ennemi du bien dans ce domaine. Et nous, dans le privé, on trouve souvent qu'on peut s'adapter à peu près à chaque environnement, et on trouve que le public a tendance à trop changer les choses, ce qui nous complique la vie et nous oblige trop souvent à nous réajuster à court terme. Donc voilà, je rends la parole sur ces conclusions. Merci. Alors, on va terminer avec Peter Seligman, qui a créé il y a 25 ans une ONG pour la protection de la nature et qui a pour particularité de travailler avec tout le monde, avec les États, les gouvernements, avec les pouvoirs locaux, le privé, le public. Ça se mélange, c'est partout dans le monde, du haut en bas, on aide, vous aidez. C'est ça qui est intéressant, et là aussi peut-être avec des exemples. Vous allez nous expliquer comment, parce que je sais que, évidemment, c'est ce que vous expliquez, que développement et préservation de la nature, préservation de la diversité ne sont pas incompatibles. Donc ça fait beaucoup de pédagogie et on va profiter de votre pédagogie tout de suite. Thank you very much. It's really a thrill to be here, and I absolutely loved the opera last night. I did not understand it, but I absolutely loved it. So I won't go into that any further. So 25 years ago, I had the privilege of starting an organization that focused on the protection of biodiversity. And for 20 years, the next 20 years, we worked in partnership with anybody who would work with us. We work with businesses, we work with states, we work with communities, we work with universities all over the world. We had offices in 40 countries, and we struggled to protect biodiversity on a simple concept that if people make money in developing countries to protect nature, nature will be protected. About 5 years ago, we tallied up our success, and with 1,000 partners, we had protected about 200 million acres of the most concentrated biodiversity hotspots on the planet Earth. That's an area 30 miles wide wrapped around the equator. And so you would feel happy about that, except it's 12,500 miles from the North Pole to the South Pole. And in that same period of 20 years that we had had our wonderful successes with all of our partners, extinction rates had accelerated by 1,000 times. Global fisheries, the fish we like to eat, had had population crashes where they are now 90% depleted. And the climate had become totally weird. It was unstable, we could not predict where it was going, and actually what I realized about 5 years ago is that the threatened species was not the biodiversity as imminently as humanity. And so we made a decision to change our mission. And we changed our mission from protecting biodiversity to a mission of supporting human well-being by restoring and maintaining ecosystems that give service and help people and societies to thrive. What we realized was that as nature, as ecosystems were deteriorating, they could no longer provide essential services that we need. They could no longer provide the food that we need, the water that we need, the climate stability that we need, the medicines that we need, the protection from storm that we need. And so all societies had a common threat, and that common threat was the loss of ecological health. What that made us realize immediately was that when you have conservation on one side and development on the other side, you're doomed to failure. Development will not be successful long-term. Conservation will not be successful long-term. And so we integrated our efforts with conservation into development, a simple concept. Effective long-term development to be sustainable and durable, for economies to be sustainable and durable, nature must thrive. In other words, humanity needs nature to thrive. Nature does not need humanity. Nature will win eventually. And so we tried to think, who are the partners that need to be engaged in this? And it's not the conservation community, and it's not the 15% of the world that are progressive environmentalists. It's the 85% of the world that actually is struggling to survive. It's the 85% of the world that is in business, in government, in civil society, in the general public. And so our partners became what we call global agents of change, institutions
that were development organizations who were struggling to find new paths for development, but were not succeeding. We went with key governments. We focused on the EU, we focused on the United States, we focused on China, not because they had so much biodiversity or ecosystems themselves, but because their behavior affects the rest of the world. And then we focused on places around the world, countries where we thought there were opportunities to demonstrate success. And the partners we picked were partners like big business. We went directly after the largest company in the world, Walmart. We went directly after the largest foundation in the world, the Gates Foundation. And what we said to them was that your long-term success, your enlightened self-interest of success, depends upon taking care of nature. In other words, if you are a large retailer, you better have a long-term source of the fish you sell, the vegetables that people want to buy, the foods that they want to eat. And if you're a foundation, and that's Walmart. And so we worked hard on Walmart to get them to understand that their survival depended upon protection of their supply chain. And when they got that, when they realized that they could actually make money, secure their future by taking care of ecosystems, they became engaged in a deep way. And their engagement flowed to 80,000 companies that are their suppliers. It was not done through altruism, I guarantee it. It was done through their enlightened self-interest. In the same way, we began conversations with 15 island nations that are called small island developing states in the Pacific. These small islands, which have very few people on them. Maybe Tokelau has 5,000 people, and Cook Island has 30,000, and Kiribati, countries that you have never heard of. These small island developing states live in a Pacific Ocean, which is threatened by acidification, threatened by overfishing. And we went to them and said, let's work together to create a very large marine sanctuary. And right now, 15 island nations that control 8.5% of the Earth's surface have bonded together to create something called the Pacific Oceanscape. The idea is simple. Together, they can actually enforce, control, collaborate in the protection of the ocean. It's good for them. It gives them livelihood and survival. And it's good for the rest of the world because it provides us with food security. What we are looking for as an organization is partnerships. Because the fact is that government on its own is not moving fast enough. The Economist had an article a few weeks ago that said that the rate of polar ice depletion or melting is more rapid than ever anticipated. And what I thought of when I saw that article was that it used to look at melting ice and think, how slow can you be if you have to watch ice melt? The fact is that today ice is melting much more quickly than governments are operating. And what that leads us to do is we have to recognize who are the partners that can stimulate change. And the partners are that sector of society that understands that every single year revenues need to exceed expenses. And that's business. And what happens now is that business understands sustainability. It's in their own self-interest. Business understands it's more than the public understands it. And so the good news is that from now on, what we will begin to see is advertising, communications from the business sector that will educate the public as to the importance of sustainability. And the result of this, which is really interesting, is that with the public awake, government will have to act. And that's what's shifting today. Finally, I want to just comment on what Esther mentioned earlier about the social networking. The most powerful force of change today is this force of social networking. The reason it is so powerful is that no company, whether it's a retail company, a mining company, a forestry company, an ag company, or an oil company, can do anything today that will not be seen by the world immediately. And that's the power of social networking that will shift the behavior as we're going forward. That's why I'm so optimistic. Thank you. Merci.